La musique ne s'est pas arrêtée, mais elle a vacillé. Une note de violon a tremblé, fausse, juste assez longtemps pour que les 200 invités se taisent. Ma joue me brûlait. Le goût du sang était soudain, vif, métallique. Quelque part derrière moi, des flûtes de champagne tintaient contre le sol en marbre. Je ne bougeais pas tout de suite. Je m'appelle Helena Harper. J'ai 30 ans, et il y a 5 secondes, mon père, Richard Harper, ancien marine et roi de l'orgueil familial, m'a giflé en pleine figure au mariage de mon frère. Espèce de petite fille égoïste, siffla-t-il, son souffle chaud de bourbon et de colère. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Je me tournai vers lui, sentant le gonflement se former sur ma lèvre. Ma mère, Marlène, était devenue pâle, ses mains tremblaient, non par inquiétude pour moi, mais pour le scandale que nous causions. Elle jeta un regard en biais vers la table d'honneur où les photographes s'étaient figés. Je ne me donnais pas la peine de répondre. Je regardais simplement par-dessus son épaule, vers la raison pour laquelle nous étions là, mon frère Nathan Harper, toujours en smoking sur mesure, assis à côté de sa nouvelle épouse, Kelly. Il ne se leva pas, ne réagit pas. Il souriait, bien sûr qu'il souriait. Quelques minutes plus tôt, il m'avait coincé près de la table des desserts. Mes parents m'avaient dit de céder le Pantouse. Tu n'es qu'une personne, Helena, avait dit Marlène, en disposant un plateau de cupcakes comme si c'était un jour comme les autres. Nathan et Kelly ont besoin d'un endroit pour construire leur vie. Sois raisonnable. Raisonnable. C'est comme ça qu'ils appelaient toujours les choses quand ils me prenaient pour lui donner à lui. Je leur ai dit non. Calme, direct. J'ai acheté cet appartement avec mon propre argent. J'y vis. Nathan et Kelly peuvent se débrouiller. Et maintenant ça, la marque de sa main éclatant sur mon visage, et ma mère toujours plus inquiète de ce que les autres allaient dire. J'ai cligné des yeux une fois, puis j'ai souri. Pas par grâce ou défi, mais par clarté. Vous allez le regretter, ai-je dit, assez fort pour que la table d'honneur m'entende. Vous tous? Puis je me suis retournée et j'ai quitté la salle de bal. Mes talons résonnaient comme un marteau sur le carrelage, et personne ne m'a suivi. Le froid m'a saisi en sortant, mais je n'ai pas frissonné. J'ai continué à marcher, passant devant le voiturier, devant l'arche florale dont ma mère avait parlé pendant des semaines, devant les invités qui prétendaient ne pas regarder. Mes mains étaient stables, mais quelque chose en moi avait changé. Pas brisé, juste stabilisé. À 24 ans, j'ai commencé à économiser pour ce Pantouse. Des semaines de 60 heures, pas de vacances, des nuits, des week-ends. J'écrivais du code back-end pour des banques, puis je faisais du freelance en plus, construisant des systèmes de facturation que personne ne voulait apprendre mais que tout le monde voulait posséder. Je travaillais dans un petit café de la 5e avenue appelé Juniper & Black, grande table en bois, vue sur le port, et un barista nommé Marc qui ne posait jamais de questions. Ce café était devenu mon refuge, mon ancrage. J'ai fait mon apport 3 ans plus tard. Sans aide de personne. Ni de mon père, qui disait que je devrais investir dans un avenir avec un homme. Ni de ma mère, qui trouvait l'endroit trop froid, trop moderne, trop loin de la famille. J'y ai emménagé seul, j'ai meublé chaque recoin avec intention. Ce Pantouse était le premier espace qui était vraiment le mien. Et Nathan? Mon frère en était à sa 5e idée d'entreprise. La dernière impliquait des drones et de la livraison de café. Celle d'avant, c'était des NFTs pour chiens, je crois. Mes parents l'avaient sauvé à chaque fois, en silence, sans relâche. Ils vivaient sans payer de loyer dans un condo qu'ils possédaient, se décrivant comme « entre deux projets ». Mais curieusement, c'était moi qu'on traitait d'égoïste. Ils n'ont jamais remarqué quand j'ai arrêté de venir pour les fêtes, quand mes textos se sont réduits à un mot, quand j'ai poliment décliné chaque dîner du dimanche, chaque appel commençant par « on pensait » et finissant par « Nathan aurait besoin de ton aide ». Ils croyaient que j'étais silencieuse parce que je n'avais rien à dire. En vérité, je restais silencieuse parce que je savais qu'un jour, j'aurais besoin qu'ils oublient tout ce que j'avais appris pendant qu'ils ne regardaient pas. Je ne suis pas rentrée chez moi. Le Pantouse me paraissait trop bruyant de souvenirs, trop exposé. Je ne pouvais pas affronter le silence qu'il m'offrirait ce soir. Au lieu de cela, j'ai tourné à gauche vers le front de mer et me suis garée sur le parking en gravier derrière Juniper & Black. Le café était calme à 7 heures, presque à la fermeture. Une ampoule unique au-dessus du comptoir jetait une lueur dorée sur le bois verni, et Marc était là, essuyant des verres avec le même rythme tranquille qu'il avait toujours eu. La trentaine, un regard patient, le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Il releva les yeux en me voyant entrer, et pendant une seconde, son visage changea. Pas de la surprise, de l'inquiétude.
Ça va, demanda-t-il, prenant déjà la tasse qu'il utilisait toujours pour moi. Mon père m'a giflé, dis-je, marchant lentement vers ma table habituelle près de la fenêtre. Au mariage de mon frère. Parce que je ne voulais pas leur donner mon pantouse. Marc ne dit rien au début. Il posa simplement la tasse, café noir, de sucre, puis ajouta un muffin au chocolat à côté. C'est pour moi, dit-il. Tu en as besoin, on dirait. Je suis resté là longtemps, à regarder l'eau. Les reflets des lumières du port vacillaient comme si quelqu'un secouait la surface. Et pour la première fois depuis la salle de bal, ma poitrine s'est ouverte. Mais je n'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pleuré de colère. Pendant des années, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Gagner ma place, rien demander. Et ça, voilà ma récompense. Être frappé en public parce que j'ai refusé de céder ce que j'avais construit. Il ne voulait pas d'une fille, il voulait un atout. Quelque part entre le café qui refroidissait devant moi et le muffin restait intact, une nouvelle clarté s'est installée. S'il pouvait me prendre ça aussi facilement, qu'essaierait-il de prendre ensuite? J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains ne tremblaient pas. Et dans le doux bourdonnement du café, j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, le portier m'appela avant même que je termine mon café. Mademoiselle Harper, vos parents sont ici. Il n'avait évidemment pas prévenu. Bien sûr que non. Je m'habillai avec soin, pantalon élégant, chemisier sombre, cheveux tirés en arrière. Des lignes nettes, une puissance tranquille. Quand j'ouvris la porte pour les retrouver dans le couloir, mon père faisait déjà les 100 pas, la mâchoire contractée. Richard Harper, ancien sergent, toujours convaincu que le monde lui devait obéissance. « Où est-ce que tu vas ?» demanda ma mère, la voix tranchante sous son collier de perles. « Il faut qu'on parle d'hier soir. »« Travailler ?» répondis-je en fermant la porte à clé derrière moi. « Certains d'entre nous ont un vrai métier. » Mon père s'avança brusquement et me saisit le bras. « Ne me parle pas sur ce ton après ce que tu as fait hier. » Je me dégageai, calme comme une surface de verre. « Tente encore de me toucher, et j'appelle la sécurité. » Il hésita. « Moi, non. Il y a des caméras, tu sais. Au country club. » Haute résolution, plusieurs angles. Ça le stoppa net. Marlène, d'habitude si maîtrisée, pâlit visiblement. « Tu n'oserais pas. » Et c'est moi. Je me tournai vers l'ascenseur. « Échangez les serrures si vous voulez. Ça ne changera rien. Tout ce qui a de la valeur est déjà en lieu sûr. » Lorsque les portes se refermèrent entre nous, je les regardai cligner des yeux, non pas de colère, mais d'incompréhension. Comme s'ils réalisaient seulement maintenant que je n'étais plus la fille qu'ils acculaient dans la cuisine pour la culpabiliser, lui voler ses week-ends, son argent, son silence. Cette fois, ils ne me suivirent pas. Et ce fut leur première erreur. Je ne répondis pas à leurs appels. Ni ce jour-là, ni les suivants. Au début, les messages étaient prévisibles. Ma mère tenta la culpabilisation. Elena, rentre à la maison. Tu nous fais honte. Puis Nathan, mon frère, s'en mêla. Arrête de faire ta drama queen, 6. On peut parler comme des adultes. Et enfin Cali. Il mérite ce pantouse plus que toi. Il va fonder une famille. Je lus chaque message une seule fois, puis je mis la conversation en sourdine, sans jamais répondre. À la place, je retournai chez Juniper & Black, commandai le même café, et pris ma place habituelle. Marc me fit un signe silencieux. Cette fois, pas de questions. Il m'apporta juste ma boisson et me laissa devant mon écran. Cet après-midi-là, j'ouvris 3 onglets, un pour mon avocate, un pour ma conseillère financière, un pour une annonce immobilière que j'avais mise en favori 6 mois auparavant mais jamais suivie. Un complexe de luxe en bord de mer nommé Hollow Shore Residence. La dernière obsession de Nathan et Cali. Il l'avait visité en avril, s'extasiant sur les balcons en verre et les planchers chauffants. Ils n'avaient évidemment pas les moyens, mais ils espéraient que mes parents signeraient le bail. Moi, j'étais en train de faire une offre pour l'ensemble du bâtiment. Avant le coucher du soleil, j'avais soumis une offre officielle, appuyée par des années d'économie et 2 portefeuilles d'investissement qu'ils ignoraient complètement. Ce soir-là, je poussais une mise à jour majeure sur un dépôt JHub privé, une plateforme de gestion immobilière que je développais tranquillement sur mon temps libre. La même idée que Nathan avait essayé de me emprunter, pour sa start-up ratée. Quand je refermais mon ordinateur, la phase 1 était bouclée. Il pensait que je sombrais, que je reviendrais à genoux. Mais je ne m'écroulais pas, je bâtissais. Pas une vengeance. Pas le chaos. Une frontière, faite de briques,
de fibres optiques, de câbles et de contrats juridiquement contraignants. Ils voulaient ma maison. J'étais sur le point de leur montrer ce que je possédais vraiment. 10 jours passèrent dans le silence. Pas un vrai silence, les messages continuaient, les appels de numéros bloqués, les amis communs à la voix hésitante. Nathan envoya un cousin, prendre des nouvelles. Kelly postait des pics vagues sur les réseaux sociaux à propos des gens égoïstes qui ne soutiennent pas leur famille. Mais je ne réagissais pas. J'étais occupée. L'offre pour Hollow Shore Residence avait été acceptée. Les papiers avançaient. Mon avocate, Rachel Meyers, toujours aussi efficace, avait passé chaque clause au peigne fin. Le complexe serait à moi d'ici un mois. Mais ce n'était pas cela qui me tenait éveillée la nuit. La vraie pourriture était plus profonde. Des années plus tôt, quand Nathan lançait sa plateforme crypto aujourd'hui disparue, Orex, il m'avait demandé des conseils techniques. Il disait avoir besoin d'un œil sur son architecture. J'avais accepté de l'aider. J'avais relu ses documents, partagé quelques maquettes de mes interfaces, pensant qu'il cherchait simplement de l'inspiration. Il les avait prises. Rebrandées. Construit un système public basé à 80% sur mon code original non testé, non sécurisé, modifié à la va-vite. Quand Orex s'était effondré spectaculairement l'an dernier, il avait blâmé la volatilité du marché. Mais maintenant que j'avais accédé à certains de ses anciens serveurs, il n'avait jamais changé ses mots de passe admin, évidemment, j'avais trouvé plus que du mauvais code. J'avais trouvé des traces. Des sociétés écrans. De fausses factures de conseil. De gros transferts vers un nom familier, Harper & Associates LLC. La société parallèle de mon père. Ils ne s'étaient pas contentés de me voler. Ils avaient blanchi l'argent des investisseurs au nom de ma propre famille. J'appelais Rachel. Si je dépose ça auprès de la SEC, ça les fera tous tomber. Elle resta silencieuse un moment. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je veux qu'ils arrêtent. Qu'ils comprennent que je n'ai plus peur d'eux. Puis j'envoyai un dernier email à ma mère. Objet, il faut qu'on parle. Elle arriva le lendemain matin. Marlène Harper, les perles serrées autour du cou, le visage encore plus tendu. Elle tenta d'ouvrir les hostilités avec des larmes. Je la laissai faire. Mais quand je tournai mon ordinateur vers elle et lui montrai les documents financiers, elle s'interrompit net. Tu ne comprends pas. Non, dis-je, d'une voix posée. C'est toi qui ne comprends pas. La fraude n'est pas une erreur. Et élever un fils qui pense que voler la famille est une stratégie, ce n'en est pas une non plus. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Je refermai l'ordinateur. On ne fait que commencer. Marlène resta silencieuse longtemps. Les larmes s'étaient taries. La douceur avec laquelle elle était entrée, chagrin maternel, dignité blessée, avait disparu. Ce qui restait, c'était le calcul. Elle n'était pas là pour guérir. Elle était là pour contenir. « Qu'est-ce que tu veux, Elena ?» demanda-t-elle enfin. Sa voix était tendue, pas brisée, contrôlée. « Je veux la paix », répondis-je. Plus d'appels. Plus de sbires volants. Plus de publications de Kelly sur les réseaux sociaux disant que j'ai abandonné la famille. Elle cligna des yeux. Le Pantouz est à moi, légalement, moralement, factuellement. Il est hors limite. Mes finances, mon travail, mon avenir, hors limite. Et si on ne peut pas être d'accord là-dessus? Je la regardais alors, vraiment regarder, la femme qui avait toujours préféré le silence à la vérité, les convenances à la protection, qui m'avait appris qu'être une fille signifiait savoir renoncer à ce qu'on aimait, en souriant. Je ne lui offris rien de tout cela, cette fois. J'ai des documents prouvant l'implication de papa dans l'arnaque de Nathan. J'ai les journaux des serveurs, les traces de paiement, des noms, des captures d'écran. Et j'ai une vidéo de lui en train de me gifler, en public, avec des témoins. Tu détruirais ta propre famille, murmura-t-elle. Non, dis-je. C'est vous qui l'avez fait, quand vous m'avez dit de renoncer à mon chez-moi. Quand papa a levé la main. Quand Nathan a regardé, et souri. Son visage se froissa légèrement, comme si quelque chose en elle venait de bouger. Mais pas assez pour atteindre sa bouche. Je refermai doucement l'ordinateur. Le bruit résonna plus que je ne l'aurais cru. Je ne demande rien d'irrationnel, dis-je en me levant. Juste de la distance. Juste du silence. Elle ne répondit pas. Elle se leva, prit son sac à main, et sortit. Je restai debout longtemps près de la fenêtre, la regardant disparaître dans une berline noire. Pas de porte claquée, pas de cri. Juste du silence. Et pour une fois, ce silence m'appartenait.
Une semaine passa. Puis 2. Je n'eus plus de nouvelles de Marlène. Richard ne téléphona pas, Nathan ne posta rien. Mais ce silence n'était pas la paix, c'était la pression qui monte derrière un barrage. La première fissure arriva via un email de mon agent immobilier. Objet, procédure d'expulsion validée, appartement 14C. Nathan et Kelly avaient cessé de payer le loyer. 2 mois de retard. Ils avaient ignoré les avis. Blâmé une erreur de communication avec l'agence. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans l'immeuble ne savait, c'est que j'étais la nouvelle propriétaire. Le nom sur leur avis final, c'était le mien. Je ne me suis pas vantée. Je ne suis pas intervenue. J'ai laissé le processus suivre son cours, comme il avait été conçu, discret, légal, définitif. Ils ont déménagé en silence. Pas de photos sur Instagram, pas de long au revoir. Juste un message de Nathan le soir de leur départ. Maman m'a dit ce que tu fais. Tu ne peux rien prouver. Je fixai le message un moment, puis j'y joignis une capture d'écran, les journaux du serveur, son nom complet, l'accès horodaté au fichier, les identifiants de compte. Je l'envoyai sans un mot. Sa réponse arriva quelques minutes plus tard. Qu'est-ce que tu veux? Je répondis en 3 mots. Une distance totale. Plus de demandes, plus de culpabilisation déguisée en dîners familiaux, plus de faux semblants. On n'a plus été une famille depuis des années. Il tenta une dernière fois. Tu as changé. Je regardai le message, puis j'écrivis. Non. J'ai juste arrêté de faire semblant. Ensuite, je mis la conversation en silencieux et je l'archivai. Ce soir-là, je sortis sur le balcon du Penthouse. Les lumières de la ville étaient douces, presque bienveillantes. Je pensais à toutes ces années passées à essayer d'être bonne, utile, suffisante. Désormais, je n'avais plus besoin d'être rien d'autre que libre. Ils avaient tenté de me prendre mon foyer, et avaient fini par perdre le leur. C'est un mardi soir que le coup frappa à la porte. Pas urgent, pas agressif, juste hésitant. Je vérifiai la caméra de sécurité. Richard Harper, seul dans le couloir, les épaules droites par habitude, mais ses mains ajustaient sans cesse sa veste, comme s'il ne savait plus quoi en faire. J'aurais pu l'ignorer. Mais la curiosité l'emporta. J'ouvris la porte, sans me reculer. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Sa mâchoire n'était pas crispée comme d'habitude. Ses yeux ne balayaient pas la pièce comme s'il en était le maître. 5 minutes, dit-il. C'est tout ce que je demande. Je ne dis rien, mais je ne refermais pas non plus la porte. Ils reviennent vivre chez nous, dit-il finalement. Nathan et Kelly. Ils n'ont pas pu garder l'appartement. Je sais, répondis-je, d'un ton plat. Je possède l'immeuble. Il cligna des yeux, comme si la phrase ne faisait pas sens. Puis quelque chose dans son regard céda. Toi, dit-il doucement. Mais comment? Parce que je suis doué dans ce que je fais, papa. Je l'ai toujours été. Tu ne l'as juste jamais vu. Il baissa les yeux. Le silence entre nous s'étira, pas hostile, pas gêné. Juste réel. Ta mère te manque. Nous tous, tu nous manques. Non, dis-je. Ce qui vous manque, c'est quelqu'un à écraser. Quelqu'un à sacrifier pour Nathan. Cette personne n'habite plus ici. Il hocha lentement la tête. J'ai eu tort, dit-il. Sur beaucoup de choses. La gifle, la façon dont on t'a traité, couvrir Nathan. J'ai tout perdu à cause de ça. C'était vrai. Après que j'ai montré les preuves à Marlène, Richard avait démissionné du conseil d'administration de sa société. Les rumeurs avaient commencé à circuler. Son dossier, jadis impeccable, ne l'était plus. Je n'ai rien révélé, dis-je. La menace a suffi. Il leva les yeux, vraiment cette fois. Tu n'as pas tout perdu, ajoutai-je. Tu as encore ton enfant doré. C'est bien ce qui compte, non? Il expira, tremblant. On a fait des erreurs. Non, dis-je. Vous avez fait des choix. Il sortit une enveloppe de sa veste. Ta mère voulait que tu aies ceci. Une invitation. Son dîner d'anniversaire. Je la pris, sans l'ouvrir. J'y réfléchirai. Et je refermai la porte. Pas brusquement, pas violemment, mais avec une vraie finalité. Je gardai l'enveloppe 3 jours avant de l'ouvrir. Aucune note. Juste un carton crème avec l'écriture de ma mère, une cursive délicate qui ressemblait toujours plus à une mise en scène qu'à une signature.
Merci de vous joindre à nous pour le 63e anniversaire de Marlène Harper. Famille uniquement. Famille. J'ai failli rire, mais je ne l'ai pas jeté. Le soir du dîner, je suis arrivée en retard 15 minutes après que tout le monde ait pris place. Je portais du noir. Pas dramatique, pas en deuil. Juste neutre. Présente, mais intouchable. Nathan et Kali étaient assis dans le coin. Leurs vêtements, autrefois de luxe, étaient maintenant simples, de grande surface. Elle évita mon regard. Lui leva à peine les yeux. Mon père, Richard, resta sobre. Il me fit un simple signe de tête à mon arrivée. Rien de plus. Ma mère sourit trop grand, trop vite, comme si la pièce allait exploser si je ne jouais pas le jeu. Mais je ne jouais pas. J'observais. Personne ne me posa de questions. Personne ne me donna d'ordre. Et quand je partis tôt, calmement, sans cérémonie, personne ne me suivit. Quelques mois plus tard, j'organisai mon propre dîner. Ce n'était pas chez eux. Ce n'était pas famille uniquement. C'était sur mon balcon, dans mon pentouse. Il y avait du vin, des rires, la senteur vive de l'ail rôti, et du jazz doux en fond sonore. Marc était là, bien sûr. Rachel, mon avocate aussi. Jenna, l'agente immobilière qui m'avait aidé à acheter l'immeuble. Des gens qui ne m'avaient jamais demandé de renoncer à une partie de moi pour mériter une place à leur table. Nous avons porté un toast, tandis que la ville s'illuminait sous nos pieds. À Elena, dit Marc, levant son verre. Qui a transformé une gifle en empire. Je souris. Pas par victoire. Par paix. Pas en silence. Pas en soumission. Par choix. Ils avaient tenté de me prendre mon foyer. À la place, ils m'avaient donné ma liberté.